Salut, c'est Régis. Aujourd'hui, épisode mise à jour avec Lisa Delmoitier et Dena. On a enregistré cet épisode au Halles de Scarbeck qui m'ont super bien accueilli, donc merci à eux. Malheureusement, on était dans un lieu de passage, donc il y a parfois un petit peu de bruit de fond. J'espère que ça vous gênera pas trop en vrai. Je trouve que ça va, mais je préfère le dire en avance. J'aurais aimé aussi avoir un petit peu plus de temps, mais on doit faire en fonction des agendas des invités, mais également du mien, parce que je vous avoue que entre le boulot alimentaire, les plateaux, le spectacle, les recherches du podcast, le montage, tout ça, je n'arrête pas. Donc si tu veux m'aider à ne plus avoir besoin d'un job alimentaire, comment faire ? Déjà, tu peux partager ce podcast autour de toi. Faire en sorte que le podcast cartonne et qu'il devienne un peu rentable, qui sait ? Peut-être que je vais même devenir riche grâce à ça. Ça ne me dérangerait pas. Mais tu peux surtout remplir mes salles de spectacle. Les prochaines dates, c'est le 5 juin à Lille, au Calembour Comedy Club, avec en première partie l'incroyable, le fabuleux, l'incroyable, je l'ai déjà dit, mais il est vraiment très incroyable, Benjamin Defer. Et le 12 juin, je joue à Namur, à l'Arsène Café, avec en première partie l'exceptionnel, l'incroyable, Maria Bouraga. Qu'est-ce que t'en dis ? Tu viens ? Faut juste réserver. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. C'est super bien fait. Mais oui, il est bien organisé cet enfant. Mais oui. Bon épisode, hein. Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois deux invités qui ont déjà participé à mon podcast par le passé, depuis leur carrière a décollé. Coïncidence, je pense pas. Mes deux invités ont participé au Festival de Montreux. Elles ont montré à la France que la Belgique c'est du haut niveau et me font rire avec des blagues de cul ou encore des blagues de kayak. Je reçois Lisa Delmoitier et Dena. Comment ça va ? Ça va. Bien. Ouais, bonne intro. So far, so good. Je valide. Parfait. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à nouveau à mon podcast. Pas de souci, je sais pas dire non. Alors Dena, la dernière fois qu'on avait enregistré, c'était en plein Covid en 2020. T'étais en pause, mais sinon tu jouais déjà ton spectacle Princesse guerrière au Kings. Lisa, toi, c'était en janvier 2022 et ton premier spectacle était alors en rodage au Kings également, mais t'avais pas encore de titre à ce moment-là. Alors depuis notre dernier échange, je vais vous demander qu'est-ce qui a changé, en quoi vous avez progressé, en quoi vous avez régressé, si vous voulez mettre vraiment une ambiance de merde. Bref, si on devait comparer la Dena de 2020 et la Lisa de 2022 avec celle d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dirait ? Aussi, est-ce que vous pouvez répondre pour l'autre ? Et si vous êtes d'accord, parce que vraiment ça n'a pas l'air de vous plaire et j'ai pas le temps de vous décider. Vous pouvez répondre sur vous-même si ça vous va pas. Moi, je dirais pour Lisa que encore plus de gens se rendent compte à quel point cette fille est brillante. C'est extraordinaire. Et je souhaite au reste du monde de découvrir ça parce que, mon Dieu, cette fille sait tellement bien écrire. Ah, waouh. Comment je passe après ça? Non, c'est pas mal. Franchement. Elle se débrouille. Continue. Non, une belle énergie. J'ai l'impression que Dena a de plus en plus accepté son côté spontané et le fait que c'est sa force. Et donc il y a de plus en plus au lieu de résister à ça et de se dire putain, il faut que je dois m'asseoir et je dois écrire et je dois structurer parce que les blagues c'est du taf et tout machin. Enfin non pas qu'elle taffe pas, mais c'est une façon différente de travailler. J'ai l'impression qu'elle a de plus en plus, elle est plongée dans ce qu'elle est vraiment et dans le fait que c'est sur scène que les idées viennent, c'est à ce moment-là qu'elle est drôle. Et le côté clown aussi, c'est de plus en plus joué, de plus en plus expressif, de plus en plus spontané et ça fait plaisir à voir de voir vraiment quelqu'un devenir qui elle est vraiment. Oh, wow. I like it. Merci. Good. Et si vous deviez vous dire du coup pour vous-même, qu'est-ce qui a changé le plus entre vous de cette période-là et maintenant ? Moi, d'un point de vue pragmatique, c'est devenu un métier. Ce qui a évidemment les implications pragmatiques, matérielles, mais aussi en termes de créativité. C'est pas la même créativité quand c'est ton métier. Je dirais que je suis moins stressée. Je reviens de loin, mais je suis moins stressée, ce qui est positif, mais qui n'a pas que du positif. Parce que le stress, c'est un moteur quand même. Enfin, l'adrénaline, vraiment chimiquement, ça te fait te lever de ton canapé, quoi. Et parfois, trouver l'énergie quand t'es détendu, c'est une énergie que tu dois aller chercher ailleurs. Et si t'as toujours fonctionné au stress, tout à coup, tu te dis, est-ce que vraiment je suis capable de choses si je suis détendue? Et puis, il y a aussi, j'ai moins peur de l'échec parce que, aller en stand-up, tu bides tellement souvent. Et donc, au début, c'est ton pire cauchemar. Et puis, tu bides une fois et le lendemain, tu te rends compte, en fait, je me lève et je vais quand même me brosser les dents. Enfin, la vie continue. Et quand t'as plus peur du bide, est-ce que t'écris encore des si bonnes blagues? Enfin, tu vois, il y a un moment où tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois bien, mais en même temps, je trouve ça hyper positif de plus avoir peur du bide. Non, mais j'ai encore excessivement je peur pense du que bide. dans l'ensemble, mais tu peux, Régis. Non, mais je pense que dans l'ensemble, c'est quand même positif. Mais c'est juste pour dire que si tu dis seulement la phrase, je suis moins stressée qu'avant, on pourrait dire que c'est 100% bien. Et pour moi, il y a un peu plus de nuances quand même là-dedans.
Et toi, Dena? C'est vrai que d'un point de vue logistique aussi, maintenant, c'est mon métier à temps plein, ce qui est waouh. Pour moi, ça reste toujours waouh. En vrai, c'est un peu terminé. Enfin, le reste, c'est du bonus, quoi. Ouais, c'est vrai. Et donc, c'était juste après le Covid que j'ai fait ce pas. Et je pense que je vais rebondir sur ce que Lisa a dit à mon propos, c'est que c'est vrai que je me sens beaucoup plus spontanée, finalement. Je sais qu'il y avait une forme de raideur sur scène que je sentais, parce que je pense pas que c'était suffisamment fort pour que les gens le sentent dans le public, mais une raideur intérieure aussi, par exemple liée au beat, mais je le formulerais autrement, je dirais que j'avais absolument besoin que tout le monde rigole. Là, je m'en fiche un peu, en fait. Et les gens sentent que je suis vraiment très détendue. En fait, je kiffe vraiment. J'ai l'impression que c'est vraiment aujourd'hui que j'arrive à vraiment kiffer le fait d'être sur scène, et j'ai l'impression que je pourrais rien dire et je vais quand même passer un bon moment et les gens le sentent, et donc j'ai beaucoup plus de rire qu'avant. Ouais, je suis vraiment très heureuse de ce qui se passe, et je suis déjà à mon 2e spectacle, et j'avais très 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 peur, et j'espère ne pas avoir l'air arrogante de dire ça, mais je trouvais mon premier spectacle vraiment très très bien, et j'avais très peur de ne pas réussir à faire quelque chose d'aussi bien, et en fait ça y est, je suis presque même plus contente de mon 2e parce qu'il ressemble encore plus à qui je suis aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est au point de vue positif, et si je dois mettre un truc négatif, ce serait quand même que je garde quand même des frustrations qui sont là depuis le début, c'est que j'ai toujours envie de plus, et je me dis quand est-ce que je vais pouvoir faire X, Y, Z, voilà. Ça reste, mais c'est un moteur? C'est un moteur. Ouais, c'est de l'ambition, en fait. J'ai réussi à en faire un moteur. J'en arrive pas à en faire un moteur tous les jours, mais je sais que éventuellement à la fin, eventually en anglais, donc finalement, ça devient quelque chose qui fait office de moteur. On est 3 personnes qui aiment placer des mots en anglais, qui aiment pas leur en anglais. Les Français, ils vont péter un câble. C'est ça. Sorry. Lisa, t'as terminé la tournée de ton spectacle qui s'appelle Remontada. Tu l'as même capté à l'Européen en décembre dernier. Comment c'est de dire au revoir à un spectacle qu'on a façonné pendant des années, de plus le jouer et de passer maintenant à autre chose? Parce que par exemple, ce soir, tu dois faire un plateau et tu me disais, je ne peux pas jouer mes anciennes blagues. Ouais. Donc j'ai fait une tournée, j'ai fait une tournée de 4 mois en France, quand même assez soutenue pour moi, donc c'était la première tournée. Une tournée c'est intense, dans l'ensemble j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais sur la fin, j'en peux plus, je n'en peux plus de ces blagues, je n'en peux plus. Et je ne peux pas croire que des gens trouvent ça drôle encore. Mais par contre, sur la fin, et vraiment c'était pas exactement la dernière date, mais symboliquement, ouais, à l'Europe, européen. Oh. Il y a une araignée. Il y a une araignée, oui. J'ai pas juste dit européen. À l'européen. L'européen. Non, c'est trop bien l'européen. Ça, c'était quand même que du positif, quoi. Vraiment, c'était une soirée trop bien, et je l'ai ressenti, quoi. Ce qui n'est pas toujours dans mes capacités, mais je m'en souviens, quoi. J'ai processé le truc. Et donc voilà, c'était bien. Après, oui, il est resté quelques dates encore que je devais faire, et c'est vrai que sur la fin, c'est le premier spectacle. Donc il y a des blagues que t'as écrites vraiment en apprenant à être drôle il y a des années, quoi. Donc c'est pas toujours facile de les défendre. Mais si ce n'est que j'étais quand même, vu que tu sens que c'est la fin, donc t'arrives quand même à être reconnaissant du parcours. Après, je me vois très très bien, parce que ma dernière date, c'était à Moucron. Et je me vois dans la loge, en train de vraiment de conscientiser, de me dire, allez Lisa, essaye d'avoir un moment là. Enfin, essaye de te dire, ok, c'est le dernier. Et j'ai essayé d'avoir un truc. Et j'étais, non, ça va pas venir. C'est pas grave. Et donc, il n'y a pas eu de grand moment larmes au dernier. Mais du coup, oui, donc t'en avais marre de jouer les blagues à force de le faire, mais maintenant de se retrouver sans spectacle et de se dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en écris un nouveau? Parce que sur Instagram, t'as écrit prochain spectacle un jour, si j'arrive à m'y mettre. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Non, après, je suis un peu contractuellement obligée de m'y mettre. Ok. C'est que voilà, il faut. Si ta prod écoute, tu écris. Exact. Voilà. J'ai déjà un titre. J'ai le pitch, voilà, mais c'est vrai que pour le moment il y a rien qui vient, et bon après comme je disais, l'humour s'est professionnalisé, donc je n'attends pas que ça vienne pour écrire, mais je m'y mets pas beaucoup. J'ai une espèce de confiance que ça, enfin je veux dire, j'ai toujours travaillé, et j'ai toujours eu envie de faire des blagues. Donc je me dis que ça viendra quand ça viendra. Après, je conscientise que niveau timing, dis donc, ça va venir en un coup alors. Je suppose que ça va se passer. On verra bien. Ouais, il faut quand même dire que, parce que j'ai pas une réputation, c'est très prétentieux de dire ça, mais on a déjà dit que sur les podcasts, j'avais un ton un peu monotone. Je voudrais dire que si j'ai été monotone les 4 dernières minutes, c'est parce que quand je parlais, 3 personnes essaient de tuer une araignée. Et donc j'essaie juste pas tuer. Ouais, la déplacer.
Et donc j'essayais juste de garder ce moment radio, de garder l'antenne. Mais voilà, ok, c'est pour ça qu'il y avait pas beaucoup d'expressions, mais en vrai j'ai de la vie en moi. Mais donc ton premier spectacle, tu l'as capté. C'est quoi Oui. la suite pour cette captation? Est-ce qu'on va pouvoir voir cette captation? Non, mais si. Non. Ce sera juste pour les petits enfants. Si, elle Il y en a va. qui ont fait ça, hein, et je les déteste. Il y a des gens qui ont capté leur premier Oui, spectacle mais et qui capter. le genre, montrent avec pas. du Non, mais en matos. bonne qualité, même Ouais. parfois. C'est déjà j'ai plus le nom de l'humoriste en tête qui m'avait dit ça, et j'étais là, je lui en voulais personnellement. J'étais là, mais moi Ouais. je veux le voir, moi, ton spectacle. Ouais. Alors je vais pas dire le nom de la chaîne parce que non, c'est pas qu'il y a un suspense, hein, mais c'est qu'en fait les chaînes de françaises, elles changent de nom et bazar et tout, et donc en fait je suis Ok. pas sûre, j'ai peur de dire une connerie. Safe. Ok, Mais ce sera diffusé sur une chaîne française. trop bien. Dans les prochains mois, en fait, on va essayer de faire un peu un timing avec l'annonce du prochain, Ok. qui est en cours d'écriture. Trop bien. Donc voilà. Ah, trop cool. Ouais. Bah, j'ai vraiment hâte de le voir. J'étais pas là pour la captation, mais ceux qui sont allés le voir m'ont dit que c'était trop bien, donc j'ai vraiment hâte de le Excellent. voir. La version finale. Ok. Toi, Dena, tu arrives tout doucement au bout de l'exploitation de ton premier spectacle, donc Princesse guerrière. Mhm. Tu joues la dernière au Centre culturel d'Oderghem le 13 juin, Mhm. et en parallèle, tu termines le rodage de ton deuxième spectacle que tu joues 2 fois par mois au Petit Kings. Comment c'est de jouer de 2 spectacles en même temps? Et toi, comment tu te sens à l'approche de la fin de ce spectacle que tu aimes beaucoup? Tu l'as dit, il est très bon, il a été cité très souvent dans ce Oh, podcast. Merci. Écoute, c'est très dur, je te le cache pas. Je suis une personne très émotive, hein, et donc de penser à ma dernière date, en fait, je pourrais limite pleurer, genre instantanément. Et à chaque fois que je l'ai joué dernièrement, ça me rappelle qu'il arrive à sa fin. Mais comme Lisa, quand même, avant de monter sur scène, je suis là, j'en peux plus. Et en fait, dès que je monte sur scène et dès qu'il y a le premier rire, je suis là, ah non, je l'aime trop, pourquoi est-ce que je l'arrête? Mais je sais très bien que c'est bien que ça commence à arriver à la fin. Et j'en parlais avec l'humoriste namurois Guillaume, et il me disait c'est mieux de quitter un spectacle quand tu l'aimes encore un peu que quand on a vraiment vraiment marre. Et je pense que si je savais pas que c'était la dernière date bientôt, j'en aurais très très marre. En fait. Ok. Et donc de savoir que la dernière date arrive bientôt, ça me détend, et je suis très contente de le faire dans une si grande salle, et je vais essayer de le capter. Moi, je pense que je vais le mettre plutôt sur YouTube, et en même temps, je suis très heureuse d'avoir déjà mon filet de sauvetage qui est mon deuxième spectacle Mhm. que j'ai déjà commencé à écrire il y a presque plus d'1 an et demi. Je pense que c'était en novembre pas 2024 mais novembre 2023. Ok. Donc ça fait il y a très longtemps. Pour moi il a encore besoin de quelques mois de rodage, mais c'est super chouette en fait parce que en jouant les deux en même temps, je me rends compte des défauts du premier que je ne veux pas refaire dans le deuxième, et en même temps j'ai d'autres projets. J'ai un late night que je fais au Cabaret Mademoiselle, et donc je suis entourée de plein de projets très différents, et en fait tout me nourrit différemment. Mais je sais pas, le truc qui me plaît le plus dans le deuxième, c'est que c'est moi aujourd'hui. Ok. Parce que Princesse guerrière a quand même été, il y a des blagues dans Princesse guerrière qui ont été écrites en, je pense, 2016. Et donc, depuis, je suis une autre personne. Mais ce qui est drôle pour moi, mais je pense que ce n'est que moi qui peux le vivre, c'est que je vends Princesse guerrière comme qui je suis aujourd'hui. Donc, le ton a changé, Mhm. mais ça reste quand même Dena d'avant. Mais vu que c'est quand même une belle histoire qui est racontée dedans, Oui, dans le premier spectacle, c'est un peu tout le parcours de tes parents Tout à fait. qui viennent d'Iran et Tout qui à sont fait. venus en Belgique, et aussi ta vie jusqu'au fait. moment de l'écriture du spectacle. Exactement. Enfin, je me souviens, il y avait une Patricia du Cooks qui à l'époque me disait on sent la présence de tes parents sur scène avec toi, ce qui est très beau et en même temps très perturbant, parce que aujourd'hui j'ai 33 ans et je n'aimerais pas qu'on voit ou qu'on sente mes parents à côté de moi. Et donc je pense que dans le deuxième, on sent vraiment cette indépendance et cette vie d'une personne indépendante, tu vois. Et je trouve ça sexy. À fond. Mais trop bien. Mais en vrai, le rodage se passe très bien. Je pense que c'était hier ou avant-hier que t'as publié que c'était Standing Ovation dans un spectacle en rodage. Donc ça, je trouve ça assez dingue, ça fait plaisir. À fond. Maintenant qu'on a fait le point au niveau des spectacles, on peut aborder le reste de l'actualité. Donc Lisa, toi, on peut te retrouver en quotidienne dans la bande originale sur France Inter, dans ta chronique Lisa Delmoitié n'aurait pas fait comme ça. Sur la page de France Inter, tu as déjà 404 épisodes. Est-ce que... Oh my god. Comment... Moi, je trouve ça vertigineux, je trouve ça incroyable. Un peu vertigineux, Tu le savais? Non. C'est dingue. Ouais, je compte sur le mur comme en prison. Dans ma chambre. Ça me fait rire. Est-ce que t'aimes toujours ça? Et est-ce que
tu penses qu'il y aura 404 autres épisodes? Non, je pense pas. Enfin, j'en ai aucune idée en vrai, mais oui, j'aime toujours ça. J'ai vraiment l'impression que c'est un marathon, et je dis ça parce que j'en ai couru beaucoup. Non, parce qu'en fait, il y a bon déjà c'est une discipline. C'est vraiment ça se joue à la discipline quoi. Et il y a vraiment des hauts et des bas constamment quoi. Tu penses que t'as atteint, t'es en cruise control et que c'est bon, voilà. Et puis il y a des semaines noires où t'as zéro idée et tout à coup il te faut beaucoup plus de temps pour les faire et c'est plus toi ton mental qui c'est l'erreur de ma vie voilà. Et puis t'as des semaines incroyables où t'es hyper inspiré, c'est trop chouette et c'est fluide et voilà. Mais j'aime toujours parce que c'est tellement une épreuve pour moi. Je sais pas je sais pas si c'est une épreuve en soi parce que faut quand même relativiser, c'est écrire des blagues, voilà. Je pense que c'est quand même une épreuve parce que quand tester des blagues, je veux dire tous les humoristes qui testent des blagues, c'est hyper dur. Toi, tu le fais tous les jours dans une chronique qui est écoutée par des millions de gens. Mais ça, moi, je ne le conscientise pas. Tu le conscientises pas. Mais je pense que c'est peut-être mieux que tu le Oui. Et donc, la seule chose que je conscientise, c'est le moment dans le studio. Et j'ai la chance d'être dans une émission hyper bienveillante, quoi. Enfin, tu vois, c'est quand même hyper porté et enfin voilà, et ça joue beaucoup. Mais bon voilà, à mon échelle, c'est vraiment une épreuve. Enfin en tout cas, ça a été une épreuve. Et du coup, j'ai l'impression mais c'est quelque chose que je conscientise que maintenant et c'est ma 3e année que ça a été vraiment un espèce de alors c'est bizarre de dire ça comme ça mais une espèce de un truc de développement personnel en fait. Bon, il y en a je comprends. Tu vois, il y en a, je sais pas, ils font une retraite silencieuse ou ils vont à Bali, je sais pas ce qu'ils font. Mais moi ça a été vraiment un truc de développement personnel et j'ai l'impression que j'ai appris beaucoup de choses sur moi. Et parce que t'as dû vraiment plonger en toi pour sortir vraiment, tout ça quoi. Ouais c'est impressionnant de fou. Et j'ai l'impression que ça m'a grandi quand même. En tant qu'humoriste, je suis un peu perdue parce que j'ai dû un peu passer moins de temps sur scène et du coup je suis pas toujours sûre à ce niveau-là à quel point j'ai grandi en tant qu'humoriste vu que je passe moins de temps sur scène et pour moi la scène ça reste quand même l'endroit où c'est là que t'es humoriste quoi. Donc voilà, à ce niveau-là j'ai des doutes parfois mais franchement en tant que personne j'ai l'impression d'avoir vraiment grandi. Mais dans ta capacité à être drôle, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui, t'as dans moins la peur capacité à être drôle, dans l'efficacité, dans l'efficacité. C'est très positif, mais après je me dis les pauvres gens qui sont proches de moi et qui m'entendent dire ça alors que au quotidien ils m'entendent dire en fait je vais tout quitter, enfin voilà. Donc ah ouais, c'est positif, ouais, bah dis donc. Voilà, mais Et si je te demande là de re-signer pour 404 épisodes, est-ce que tu signes? Dans l'absolu, oui, parce que j'aime beaucoup ça et c'est un travail donc j'y vais tous les jours et donc je me sens bien dans l'équipe aussi. Enfin, il y a un côté humain qui est très chouette. Après c'est comme tout, ça dépend de plein de choses, de ton agenda, s'il y a d'autres projets qui se mettent, est-ce qu'on peut tout combiner, est-ce qu'on peut pas tout combiner, c'est plus des questions là. Bah moi j'espère que tu vas encore faire plein d'épisodes parce que vraiment les chroniques, on en parle souvent avec les humoristes, on a déjà dit plein de fois sur le podcast, mais tes chroniques sont super fortes. Bah, merci beaucoup. Franchement, c'est impressionnant parce que on attend la chronique qu'on se dise mais enfin qu'est-ce qui lui est arrivé. Pour le moment, je n'ai pas encore eu cette chronique là. En vrai, il y en a peut-être manqué. Moi, parce qu'à la base, il y en a 414. J'ai dit ça, faut pas publier. Elle a insisté pour qu'on les retire. Vraiment, les 3 minutes où je dis que la Terre, je suis pas sûre qu'elle soit ronde, fallait l'enlever. C'est un point de vue. Dans l'épisode des gens qui doutent, t'as expliqué aussi que t'écrivais un film. Est-ce que comment ça se passe? Est-ce que c'est aussi en cours? Parce qu'il y a le spectacle, il y a le film, il y a la série. Il y a la série. Ouais, c'est une série apparemment. je te l'informe. T'as aussi les chroniques. Est-ce que ça se passe bien? C'est en cours, ouais, okay. C'est en cours. Trop bien. Bah alors ça c'est un autre sujet, mais là je pourrais pas en parler parce que j'ai trop le nez dedans et enfin voilà. Enfin je veux dire, je pourrais pas en parler avec le même recul que j'ai sur les chroniques. C'est un autre marathon, c'est une autre épreuve, c'est un autre niveau enfin voilà. C'est très très dur. Enfin à mon échelle à nouveau. J'opère pas des cerveaux, mais pour moi c'est très dur. C'est autre chose, c'est vrai, parce que c'est l'inverse quoi, c'est littéralement, je veux dire, les chroniques c'est du flux tendu, c'est pour demain, tu lâches, tu jettes, tu vois. Et là c'est l'inverse, c'est une deadline, il y en a pas, il y en a des petites d'ici là, mais voilà, et c'est vertigineux. C'est pour le coup tu peux
tu as le droit d'être perfectionniste, et moi je suis une nature perfectionniste, c'est une nature que j'ai dû complètement abandonner avec les chroniques, et ça a été très dur, mais en fait je pense que c'est ça qui m'a fait progresser le plus, c'est d'arrêter d'être perfectionniste. Là c'est un endroit où pour le coup je peux être perfectionniste, et en fait c'est dangereux parce que du coup tu peux y passer 3 vies humaines en fait si tu veux, voilà. Donc c'est très dur, je peux pas en dire grand chose parce que là j'ai le nez dans le guidon et je sais pas ce que je suis en train de faire, mais ça se passe, c'est très intense, c'est très riche. C'est très dur. Qui sait ce qui adviendra de ce que je suis en train d'écrire, mais je me sens parfois, enfin c'est très dur, et je sais pas si enfin tu vois, il y a plein d'inconnus avec ce truc, hein. Mais parfois je suis sur j'ai des deadlines courtes, quoi. V3, V2, voilà, mais il y a pas une deadline de c'est à ce moment-là que ça sort, c'est à ce moment-là, enfin ça dépend de plein de choses, et c'est voilà. Mais j'ai quand même par des moments où je suis sur mon ordinateur en train d'écrire et je suis genre premier degré ému de peu importe ce qui se passe, et peu importe ce qui se passe avec ce truc là, mais à l'instant T je suis en train d'écrire un film, et c'est relativement concret. C'est génial. Et je suis reconnaissante de ça, si ce n'est que c'est très dur. Mais je suis très admiratif parce que tu viens de nous dire en soi que tu faisais 2 marathons en même temps avec les chroniques et le film, et enfin, je sais pas. C'est un des moments où j'aurais bien aimé que le podcast soit en vidéo, parce que quand t'as dit que tu travaillais sur le film, il y avait vraiment un truc sur ton visage de ça a l'air trop bien, elle a l'air trop épanouie de le faire, et épuisé. C'est un épanoui épuisé, ce qui est un concept. Mais ouais, c'est ça. Après, je pense que l'un nourrit l'autre, et enfin ça c'est quand même particulier, et moi je suis beaucoup dans les extrêmes, donc je remarque ça en ce moment. Une discipline nourrit l'autre en fait. Enfin, tu vois, il y a quand même. Et je pense qu'on a tous déjà eu ça, il y a un moment où t'es dans un flot de productivité, et tu te rends compte qu'en fait, c'est parce que tu travailles beaucoup sur ce projet-là que t'arrives à travailler beaucoup sur ce projet-là. Enfin, tu vois, t'es dans une espèce de, et à l'inverse, moi, je peux être dans des tourbillons de néant aussi, où je me dis comment est-ce que c'est possible que ce soit la même personne qui peut abattre autant de travail à un mois et être littéralement, enfin, une larve l'autre mois, et moi j'ai pas vraiment d'entre-deux. Mais c'est vrai que là, je pense que je suis dans une dynamique où le muscle que j'ai développé ces dernières années avec les chroniques nourrit la discipline que je dois m'imposer, voilà. Mais jusqu'au moment où ça va s'effondrer, et tout le monde dans ma vie sait, ceux qui me connaissent, que ça va s'effondrer, et puis ça repartira. Mais voilà, et ça s'est effondré il y a 3 mois. Et enfin bon, attention, hein, je suis pas en train de me faire passer pour je sais pas quoi. C'est hier ça allait, demain ça ira, le reste on sait pas. Voilà. Okay. En parlant d'un autre projet qui prend aussi du temps et qui est trop cool, je suis sûr que ça nourrit aussi ton spectacle, c'est que tu as lancé Dena, toi, ton Late Show. Tu avais déjà animé un talk show, c'était début 2021 sur Proximus Plus, qui s'appelait Le Moment Dena. Tu m'avais invité, c'était trop gentil. C'était cool. C'est vrai que vous étiez ensemble en plus. Ouais, c'est vrai. Drôle. C'est on vient de se rendre compte tous les deux là. On se rappelait tous les deux qu'on l'avait fait. Ah oui, c'était sur le podcast. Oui. C'est drôle. C'était chouette. C'était vraiment cool. Bien, ouais. C'est un beau plateau. Et cette fois, ça se passe au Cabaret Mademoiselle. La prochaine date, les prochaines dates, c'est le 16 avril et le 18 juin. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet de Late Show? Comment ça se passe? Quel est un peu le concept? Bien sûr. En écrivant mon 2e spectacle, je prends beaucoup plus le temps de parler aux gens au début, parce que je trouve ça toujours fou que des gens aient envie de me voir. Et en fait, au début du rodage, j'adorais tellement parler aux gens que ça prenait presque 1 heure, et puis j'avais encore 1 heure de spectacle. Donc j'étais sur scène pendant 2 heures. Et les gens en redemandaient. Bah, c'est ta force. Merci. Je pense que j'aurais pu vraiment rajouter une 3e heure, parce que je voulais pas quitter la scène, les gens ne voulaient pas quitter la salle, et t'avais tout le staff du cabaret, du Kings qui était là, genre stop, genre on veut rentrer chez nous. Il y a d'autres spectacles après toi. Oui, non, mais justement on a changé. Maintenant je joue à 21h parce que comme ça je peux entre guillemets dépasser à mon aise. Mais je me suis rendu compte que c'est important de roder le contenu de mon spectacle dans le Kings, mais que j'ai vraiment besoin, c'est comme un poumon pour moi d'interagir avec les gens. Et vu que je ne suis plus vraiment MC à des événements, par exemple du What the Fun, je me suis dit je vais créer un endroit où je peux juste faire mon truc sans avoir la pression de devoir faire des sketchs. Et donc vu que j'avais fait un peu mon talk show sur Proximus, et puis en Flandre j'ai participé à un talk show, late night, fait par des Flamands, même si c'était une expérience assez difficile parce qu'il y avait quand même beaucoup de racisme et de sexisme qui aujourd'hui nourrit mon 2e spectacle. Okay. En fait j'en ai tiré tous les trucs positifs pour créer ma version du late night, et c'est vraiment extraordinaire, et je kiffe
tellement ce truc, c'est une dinguerie, mais c'est vraiment une dinguerie. Et genre, c'est chouette de faire du stand-up, c'est chouette de jouer mon spectacle, mais le late night, c'est un truc de fou, en fait. Et là, j'ai vraiment le temps de discuter avec le public, et c'est pas juste, tu fais quoi dans la vie, et puis, non, il y a vraiment, je sais pas comment mon cerveau fait, je pourrais pas le décrire, mais il y a un truc où je retiens tout ce qui se passe, et toutes les infos échangées reviennent plus tard en callback de vannes qui n'existeront que l'espace de ce soir-là. Donc c'est assez magique, et tous ces projets font que, mon Dieu, qu'est-ce que je m'aime aujourd'hui. Enfin, vraiment, je pense qu'on part de peut-être 0 ou même moins un chiffre négatif. Donc le fait de m'aimer aujourd'hui, je pense que j'arrive à une moyenne qui est une moyenne peut-être normale en fait. Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. Et mon ego, je sais pas, c'est devenu vraiment un endroit où les gens viennent parce qu'ils m'aiment, et il y a toute une séquence où les gens peuvent me poser des questions, et j'ai eu tellement de demandes de est-ce que t'es célibataire que waouh, genre rien que pour Alright, ça. on y vient. Okay, voilà. Tout l'intérêt du late night. Le late night, le dating show de Dana. Non, mais en fait, c'est devenu un peu rigolo parce que c'est devenu un peu un running gag, même si bien évidemment ce concept n'existe pas pour ça, mais ouais, bien c'est sûr. c'est devenu un nouveau terrain de jeu, et je suis fière de moi, mais c'est un peu gênant de Non. mais c'est un peu gênant. Je suis important. Un peu étonnée de voir que purée, j'ai inventé des concepts. Ok, là c'est gênant. C'est trop là. Il y avait une limite à pas dépasser. C'est vrai ou pas? Non, okay. Pas du tout. J'ai inventé. Nous, on est fiers de toi. J'ai inventé un concept avec des. J'imagine que c'est pas des jeux, mais on va dire les séquences que j'ai inventées doivent exister. Mais en tout cas, c'est bien foutu. En fait, il y a des couleurs sur le sol et les gens doivent mettre pieds et mains. Ouais, c'est le twister, Dana. Et donc, tu fais ça aussi avec Lola Destienne. Donc Lola, je l'ai embarqué dans. J'étais en train de réfléchir à mon équipe, parce qu'en faisant le late night en Flandre, je me suis bien rendu compte qu'il faut s'entourer de gens en qui on croit. Et donc, j'ai un petit peu cherché quelles sont les particularités que je cherche, et c'était quelqu'un qui est très fort visuellement dans le concept et qui est fraîche, on va dire, qui n'est pas encore aigrie par le monde du stand-up, qui a envie et qui cherche à faire des projets. Je vois qu'on m'a pas appelé. et qui est disponible et qui a du temps. Et donc, en fait, tout de suite, le nom de Lola a pop-up dans ma tête, et cette fille est brillante. En fait, j'ai essayé d'appliquer les choses que je détestais dans le late night flamand. C'est que je lui ai dit, voilà, je te donne une carte blanche, en fait. Je ne t'impose rien du tout. Est-ce que tu veux bien m'aider avec toute ta créativité? Et je pense que de lui offrir cette liberté a fait que, on match très très bien, le visuel est incroyable. Je sais pas, vraiment, je suis très heureuse à travers ce projet d'avoir découvert Lola, aussi Alice Connard, Moana que je connais déjà, mais voilà, elle m'a aidé aussi, enfin Émilie Krohn, plein de gens, plein de gens. Trop bien. J'ai hâte d'aller voir, j'ai pas encore eu l'occasion, sinon je serais allé, parce que vous me connaissez, dès que je stand-up quelque part, je suis là. C'est vrai. Ok. Maintenant qu'on est revenu sur votre actualité, on va revenir sur les moments importants des dernières années depuis la dernière fois qu'on a enregistré. Dena, il y en a un petit peu plus puisqu'on en avait enregistré un petit peu avant. Mais donc Dena, tu as participé à plein d'émissions en Flandre. Je vais pas tous les citer, mais tu en as fait plein. T'as fait des talk shows, t'as fait aussi une émission où tu étais invité dans The Slimste Man's World. Tout à fait. Voilà, c'était juste pour dire que je parlais néerlandais aussi. Mais tu joues aussi ton spectacle en néerlandais, tu le joues aussi en anglais. Tout ce pan de ta carrière, je le connais beaucoup moins parce qu'on se croise sur les plateaux en français. Mais j'ai envie de savoir comment tu gères ça, le fait d'avoir deux publics distincts, un public francophone, un public néerlandophone, presque même deux carrières. T'as fait aussi beaucoup de radio en Flandre. Et tout ça. Comment ça se passe? Est-ce que les deux se nourrissent ou pas spécialement? Je pense que la séparation se fait dans les personnes qui ne sont pas forcément bilingues, parce que pour moi, il y a aucune différence. Okay. Je ressens rien de différent. Donc mon cerveau ne fait pas la différence entre je joue en flamand, pas du tout. C'est la même chose que de jouer en français. Donc je vis pas cette scission en fait. Okay. Vu que j'ai vraiment, je pense, un vrai cerveau bilingue, et donc je sais pas. C'est le public flamand est comme tous les publics, enfin, ils rigolent même plus fort à Princesse Guerrière vu que ça parle d'eux. Donc la différence par contre, c'est que la qualité de ce qui est présenté à la télé, à la radio, malheureusement pour la francophonie belge, mais ce qui est proposé en Flandre est 1000 fois plus fort. Visuellement, dans le contenu, dans le budget aussi, dans les gens qui écrivent. Moi j'ai participé à un talk show en Flandre, mais je suis pas connue en Flandre, et donc ils ont quand même fait confiance à une petite jeune bruxelloise parce qu'ils se sont dit tiens, on a envie d'inclure aussi Bruxelles par exemple, ou une personne LGBT, et c'est incroyable d'avoir ça, même si ça engendre aussi beaucoup de racisme et de sexisme et de lesbophobie, mais c'est qu'il y a quand même une petite porte qui est ouverte là où je ne sais même pas s'il y a du sexisme ou du façon de parler, mais je ne sais même pas s'il y a du racisme en francophonie dans les médias, vu que en fait on nous donne même pas accès. Ouais, je crois que c'est juste de la lenteur. Il y a une lenteur
Et c'est dommage parce qu'on a tellement de talent et je pense qu'une des personnes qui arrive à contrer cette lenteur, c'est Guillaume, qui investit dans ses propres projets et il fait ça merveilleusement bien. Même si tu coupes le son, le visuel est déjà tellement beau que ça donne envie de regarder, contrairement à, là je suis en train de clasher toute la francophonie belge dans les médias, mais contrairement à beaucoup de choses qui est présentées. Ok, ouais, mais Guillaume, il crée toutes ses opportunités lui-même, il crée son truc, il crée son équipe, il a sa boîte. Énormément. Moi, je l'adore vraiment. Et Elisa, toi, t'avais aussi fait ta première scène à New York en anglais. On se croisait pas mal sur les plateaux en anglais quand t'étais à Bruxelles. Est-ce que c'est quelque chose que t'as continué de faire? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais développer? Est-ce que toi, tu aurais aimé avoir ton spectacle en anglais ou pas spécialement? C'est quelque chose que j'ai perdu en bougeant à Paris et puis en devant me concentrer plus sur le spectacle en français. Et puis voilà, évidemment avec les chroniques, etc. Mais ça me manque énormément. J'aime trop jouer en anglais. Pour le coup, moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir et je retrouve le côté un peu plus, je sais pas, ludique et j'ai l'impression que de reconnecter avec ma passion originelle qui venait vraiment du stand-up en anglais et de vouloir jouer en anglais. Il y a une scène ce soir, hein. Ah ben, écoute, après. Et donc, ça me manque énormément. Et je discutais il y a 2 semaines avec un humoriste en France qui joue sur des plateaux en anglais et il me disait ah non mais attends mais je vais t'en donner et tout, et donc là vraiment je me dis vraiment en fait parce que je crois que je vais vraiment me relancer là-dedans. Et j'ai eu vraiment un regain de en fait j'ai trop envie et je suis en train de me dire je pense que ça va m'aider à repartir en mode écriture et en repartant à zéro. Là où j'ai bizarrement un peu bizarrement non, c'est un truc qui est assez récurrent avec moi, un peu plus un frein en français. Donc en gros ça fait un petit temps mais j'ai trop envie de recommencer. Mais est-ce que vous, ça nourrit le fait de jouer dans une autre langue? Moi, des fois, il y a des sketchs qui ont été créés en anglais. Je sais pas, mon cerveau est parti ailleurs. Et j'ai écrit le truc en anglais, ça a marché sur une scène en anglais, j'ai fait, mais en fait, je vais le traduire. Et en français, ça a marché, mais je l'avais pas créé en français, quoi. Je sais pas, comme si c'était une autre porte dans mon cerveau. Je sais pas vous, comment moi, vous j'écris souvent en anglais. Ok. Et après, tu retraduis. Parce que je trouve que c'est la langue de l'oral. Parmi celles que je connais, c'est-à-dire pas grand, mais elle est beaucoup plus orale que le français. Plus direct. Et plus directe, plus courte. Voilà, c'est beaucoup plus percutant, même ne serait-ce qu'avec les prépositions. Du coup, il y a un effet. Et moi, ça m'aide. Parfois, j'ai une longue phrase en français, je réfléchis à comment je le dirais en anglais, et ça m'aide à raccourcir. Et il y a beaucoup de mes blagues que j'ai commencé d'abord en anglais, et puis je suis revenue en français, voilà. Et qu'en effet, j'ai eu ce truc de tu le joues en anglais, ça marche bien, et puis tu le repasses en français. Après, il y a parfois la traduction, tu perds des choses. Moi, j'ai des blagues, mais dans mon premier spectacle, qui, pour toujours et à jamais, marchent mieux en anglais, quoi. J'ai une blague comme ça que j'adore en anglais. Impossible de la traduire. Ou alors tu dois traduire pour les gens. Tu peux la faire pour les gens qui parlent bien les deux. Mais après, c'est pas qu'une question de langage. Moi, j'ai l'impression que le public anglophone, alors c'est vraiment pas pour généraliser parce que il y a le public francophone qui est très demandeur de ça aussi, mais c'est peut-être un peu moins niche en anglais d'avoir une sensibilité un peu pour l'angle, pour le point de vue, alors que le public francophone, j'ai l'impression, je généralise vraiment, être plus en recherche de punchline que plutôt de formulation rigolote versus une idée rigolote. Caricature à mort, mais parce que je pense que du coup les anglophones connaissent plus le stand-up, donc ont plus les codes, et du coup ils reconnaissent il y a un bon angle. Moi j'avais ça au Québec. Au Québec ils sont tellement fans de stand-up que des fois ils trouvaient que l'angle était bien, si la punchline était et marchait pas autant, ils étaient déjà contents que l'idée existe, l'angle, la pensée. Et du coup, ils accrochaient déjà à la prémisse, qui est assez chouette, mais je pense que c'est plus lié au fait des gens qui connaissent vraiment le stand-up, quoi. Et comme c'est plus vieux du côté anglophone, toi, comment tu au niveau je pense que le stand-up est culturellement plus apprécié peut-être historiquement parlant dans des pays anglophones, mais ça commence aujourd'hui à avoir un peu la même vibe en francophonie. Tu commences quand même à sentir qu'il y a vraiment des passionnés de stand-up, donc je vous rejoins là-dessus. Mais par contre, à nouveau, pour moi, il y a pas de en fait, je pense tu les sépares moins, quoi. Mais en fait, je pense que mon cerveau n'écrit pas en texte parce que je sais pas, moi j'ai une forme sur papier, j'ai l'impression que mais j'ai une forme de synesthésie, donc j'ai l'impression qu'une vanne va naître mais limite avec que des voyelles, quoi. J'ai l'impression que c'est comme il y avait je sais plus c'était quel rappeur, on lui faisait écouter une musique et il avait pas encore les paroles mais il avait le rythme et il faisait genre nanana nanana nanana, et quand il savait qu'il allait faire nanana nanana, il trouvait les mots qui rentraient là-dedans, et j'ai l'impression d'avoir émotionnellement. Mais ça se voit même, je trouve, quand on le voit sur scène, ça se voit que c'est ce qui est en train de se passer. C'est dingue. Mais je crois que nous on sépare plus parce qu'on écrit absolument tous les mots. Oui, et moi j'arrive, en fait, dès que c'est pondu sur papier, j'ai l'impression que je tue ma blague, genre elle meurt. C'est un peu le cas, enfin je veux dire, même pour moi, moi c'est
c'est mon problème. C'est que il y a un moment où ça se fige et je le sens et je le sens dans moi, dans la façon dont je livre la blague, je le sens dans le ressenti aussi, et c'est ça qui est compliqué une fois que ça se professionnalise, et que moi j'ai senti avec la tournée, c'est que c'est compliqué de garder de la fraîcheur. Ouais, que toi dans ton processus créatif, on sent que c'est plus facile de rester fraîche, quoi. Mais ce que j'aime bien, c'est quand les gens me disent, on a l'impression que tu nous racontes le sketch pour la première fois, mais c'est vraiment parce qu'au moment même, je suis là, ah ouais, c'était quoi encore ce sketch? Mais par contre, je pense que si j'avais la discipline que toi tu as, de faire les choses, de le mettre sur papier, d'avoir des deadlines, je pense que ma carrière serait beaucoup plus loin, parce que, par exemple, quand on fait Montreux, on nous demande notre texte, et moi c'est un enfer. Donc ce que je fais, c'est que je mets une capta que j'ai sur mon téléphone, sur les réseaux sociaux, en espérant que YouTube mette des sous-titres, et je télécharge les sous-titres que je relis même pas, parce que ça me stresse trop, et je l'envoie. Ah ouais? Oui, parce que en fait, j'arrive pas, Mais en tu fait, pourrais demander à quelqu'un de le faire pour toi. oui, bien sûr, mais moi, je sais pas, c'est tellement en last minute que, et donc pour les 2-3, enfin j'avais fait Montreux et l'Hilarious, ils m'avaient demandé mon texte et c'est ce que j'ai fait, j'ai juste chargé la vidéo sur YouTube et j'ai téléchargé les sous-titres, parce qu'en fait ça me cringe de ouf de voir le texte pondu sur papier, quoi. Ça Mais c'est marrant. Mike Ward a fait la même chose. Lui aussi, il n'a pas de texte écrit. Il fait sur scène son spectacle, et après il va le retravailler, il va faire de la script édition avec le texte, mais il demande à lui, parce qu'il est immensément riche, et du coup il demande à vraiment une équipe de lui refaire son texte. Si je pouvais, mais je pense que ce serait mon rêve. Il envoie le spectacle, l'heure, et il demande aux gens, est-ce que vous pouvez me mettre le texte pour après le retravailler, quoi. Je pense que même si j'ai le texte, je vais jamais le relire, en fait. Okay. Donc ça sert, enfin, oui, je peux l'avoir, mais par exemple, hier, par contre, j'essaye, mais c'est vraiment baby steps. Hier, à 18h, sachant que je joue à 21h, je me suis dit, tiens, je réécouterais bien ma date précédente, parce que je sais que j'ai inventé 2-3 vannes, mais je sais plus lesquelles. Et donc, je l'ai mis en fond, et j'ai réécouté, et j'ai rajouté des petits mots sur ma petite feuille, quoi. Donc ça, c'est très, très nouveau, et ça m'aide, parce qu'en fait, j'ai une très mauvaise mémoire aussi, donc j'oublie complètement des parties de vannes, et donc ça, j'essaye. Et ouais, ça fait 1 an que je me dis que je devrais réécouter les enregistrements depuis novembre 2023, donc je pense que ça me doit faire aussi 404 enregistremtres, mais je ne pense pas que je le ferai, mais step by step. Si j'arrive à en écouter 4, ce serait déjà bien. C'est vraiment 2 façons complètement différentes de créer. Ça, je trouve ça super chouette. Si on revient sur les points importants, en décembre 2021, Dena a participé au festival de Montreux sur le gala de Guillermo Guise et de Jérémy Crédville avec ton sketch lesbienne iranienne, c'est comme le titre sur Montreux. Comment t'as vécu cette première expérience de Montreux et quel retour tu as eu sur ce passage? Alors, une partie de mon expérience, elle est dans Princesse Guerrière, parce que c'était une semaine vraiment assez dingue. Il y avait le Covid, et puis on a failli ne pas aller sur place, et puis j'étais dans ma chambre d'hôtel et je reçois un coup de fil et il y avait écrit gouvernement, enfin j'en parle dans Princesse Guerrière. Donc ça il y avait une partie très chaotique. Sur place, c'était vraiment, je pense pour moi, la meilleure manière de vivre Montreux, parce qu'il y avait Fanny Ruet, il y avait Jonathan Cartelli, et Fanny avait déjà fait Montreux, donc je pense qu'elle avait peut-être 1% de stress en moins. Et donc Johnny et Fanny, et puis il y avait les autres humoristes, Guillermo justement, ils sentaient très bien que j'étais le petit poulain dans cette line-up, et donc j'avais beaucoup d'amour. Et j'ai fait exprès de choisir d'appeler cette vidéo lesbienne iranienne, parce que comme ça le sketch vaut plus que juste moi sur scène. Pour moi, c'était un choix de dire lesbienne iranienne sur une grande plateforme, parce que beaucoup de lesbiennes iraniennes ne peuvent pas dire qu'elles sont lesbiennes iraniennes. Et donc je me suis dit, même si je bide, si c'est un mauvais passage, il y aura à tout jamais écrit lesbienne iranienne sur YouTube. Même si les gens ne cliquent pas, ils sauront dans leur inconscient que notre profil existe. Et donc, vu que j'avais donné un but plus grand que moi à ce passage, mais en fait, je sais pas, ça m'a donné beaucoup de courage, et je m'étais mise des petites techniques pour enlever mon stress, et c'était de penser à toutes ces femmes iraniennes. J'en ai fait tout un bazar, hein. Je pensais à toutes les femmes iraniennes que je pouvais peut-être un tout petit peu représenter, et donc je me suis sentie glorieuse sur scène, finalement. Le retour à la réalité et la suite de ce qu'il y a eu avec ce sketch, aujourd'hui j'en parle dans le nouveau spectacle, notamment des commentaires positifs que j'ai eu de femmes iraniennes lesbiennes, ou de personnes lesbiennes, ou de personnes LGBT, tout comme toute une catégorie de haters qui me procurent, heureusement, des punchlines vraiment incroyables. Donc c'est génial, et j'aime bien dire que j'ai du mal en fait à avoir des haters, parce que soit j'en fais des punchlines, soit je m'en fiche, et je suis heureuse d'avoir pu développer ce mécanisme de défense pour pas trop souffrir, parce que ça fait quand même mal les commentaires négatifs. Ouais. Lisa, toi, t'as participé l'année suivante dans le gala de Baptiste Le Caplin, avec ton sketch qui lui est titré « J'ai pas confiance en moi et j'ai raison ». Comment t'as vécu ton Montreux? Parce que sur tes réseaux, tu parlais d'un premier trou de mémoire sur scène, le premier ever à Montreux. Et quel retour t'as eu sur ce passage? Je suis hyper contente et fière d'avoir participé à Montreux. Après, ça a été une expérience compliquée quand même. Bon, déjà le contexte, c'est vraiment, en fait, je confonds, parce que c'est une période floue.
Honnêtement, c'est une période de ma vie dont j'ai peu de souvenirs, mais parce que je pense que j'ai commencé les chroniques en novembre et que j'ai eu Montreux en décembre. Je crois que c'est ça. Donc c'est le moment où moi j'habitais encore à Bruxelles et j'avais un travail à Bruxelles. Et donc je faisais les allers-retours en train à Paris pour faire des chroniques. J'ai commencé sur France Inter en tant que remplaçante, du coup c'est toujours un peu du last minute. Donc c'est des nuits blanches à écrire et voilà, m'organiser avec le travail. Et puis il y a eu Montreux. Donc c'est une période très fatigante, très stressante, où tu sens, ok, là, en un mois, il se passe des choses un peu folles. Tu sens que c'est le moment où tu vas peut-être pouvoir transformer l'essai, mais t'es pas encore là, t'as encore ton taf. Enfin voilà, tu vois, donc il y a tout ça. Et donc j'ai eu Montreux, je pense que c'était le jeudi. Le lundi, j'avais eu chronique, donc aller-retour à Paris, nuit blanche, machin. J'étais très fatiguée, très stressée. Et donc je suis arrivée là-bas, pas dans les meilleures conditions, mais tant pis. Un peu déconnectée de tout. Et du coup, après, il y a évidemment le positif que, oh mon Dieu, je suis à Montreux. Enfin, c'est un côté check dans la carrière d'un humoriste et ça, c'est fou. Et ça, je suis trop contente. Mais ouais, je suis montée sur scène. Donc tu montes sur scène, hein, c'est ce fameux sport à Montreux. C'est un saut dans le vide, hein. Ouais. Et est-ce que t'es seule sur scène vraiment parce que la scène est fermée, très grande quoi. En plus. Elle est très grande et complètement fermée. Et j'arrive et en un coup je sens que j'ai plus de salive et que j'ai genre tout le sang dans les pieds, quoi. Et là j'ai jamais eu ça sur scène à ce moment-là, 4 ans, 5, ouais. Je fais une crise de panique et j'ai jamais eu ça, quoi. Et donc bref, j'arrive à sortir 2-3 phrases, mais péniblement. Et puis il y a un enchaînement d'une blague à une autre et blanc. C'est là que le montage est bien fait parce qu'on le voit pas du tout. Non, Dieu merci. Et là, j'ai vraiment le temps de me dire dans ma tête, waouh, Lisa, t'es à Montreux et t'es en train d'avoir un trou. Oh Seigneur. Et enfin, vraiment le temps de dire, oh merde. Ouais, le truc qu'on conseille à tous les humoristes, c'est vraiment de se parler à soi-même pendant que tu fais un sketch. Et donc, je marche et je fais, putain, il faut que tu retrouves. Et à un moment, bon, le temps passe, enfin, il faut en parler, quoi. Et donc, je dis aux gens, j'ai un trou, en fait. Et donc, les gens m'ont applaudi. Sympa. Ouais, sympa. Et donc, ça m'a donné une petite respiration, ça m'a relancé. J'ai eu quand même le réflexe professionnel de répéter la phrase d'avant, pour le montage, quoi. Et le monteur était très content à ce moment-là. Et donc je suis repartie, j'ai terminé, mais c'était laborieux à mort. C'était laborieux, vraiment. Le texte est sorti, mais de façon assez mécanique. Ce qui pour moi, j'ai pas énormément de marge avant que ça devienne mécanique parce que je suis pas la plus expressive et donc voilà. Donc compliqué. Je suis sortie de là. Enfin, c'était dur, quoi. Après, j'ai voulu garder la face et puis il y avait les gens et une bonne ambiance et enfin, tu vois, tout a été. Et puis il y a eu des gens. Enfin, Baptiste, il a été chouette. Reda Saoui, je dois dire, qui a été trop gentil avec moi. Une des meilleures personnes de incroyable, vraiment. Tristan Lucas aussi, qui m'a remonté le moral. Et c'est trop important à ce moment-là, les gens. À fond. Ces gens-là. Puis je suis rentrée il faut quand même le dire, je suis rentrée dans ma chambre. Les chambres à Montreux, elles régalent, quoi. Ouais. Et j'ai tenu toute la soirée, tu vois. Je me suis dit, je vais pas aller enfin, c'est bon, Lisa, c'est pas la fin du monde, c'est pas la cata non plus. La capta, elle existe et elle vaut ce qu'elle vaut. Mais donc la capta est très bien. Ouais, ça va. Et j'ai tenu la soirée et tout, machin. Mais ça m'a demandé quand même beaucoup de force de pas juste aller me terrer dans ma chambre. Et donc je suis rentrée dans ma chambre, je suis allée dans la douche et j'ai pleuré. Mais donc voilà. C'est bien, tu l'as sorti. Voilà. Oui. Donc ça m'arrive de pleurer pour des scènes ridiculement petites en comparaison. Donc Montreux, d'office, ça se passe pas comme tu aurais aimé. On comprend 1000 fois, quoi. Et donc je suis rentrée. Et donc je me souviens, je rentrais le vendredi et normalement je devais travailler le samedi, je serais avec des enfants. Et j'ai dit je peux pas pouvoir être là samedi. Donc j'ai pris un petit jour de repos. Et voilà, mais c'est une expérience que je regrette pas et à nouveau t'apprends aussi beaucoup de je pense de l'état dans lequel tu dois être quand même pour ce genre de grands rendez-vous enfin voilà, il faut comme c'est pas rien, quoi. Et donc il faut aussi se rendre compte et voilà. Et puis là, ta gestion du stress, je pense que je la gérais différemment à ce moment-là. Mais voilà, donc c'est pas un regret, mais c'était intense. Ok. Ouais. Mais au final, le passage, si tu ne le sais pas, je dis pas que c'est ton meilleur passage parce que moi je t'ai déjà vu sur scène faire mieux que le Montreux. Parce que je te connais, mais moi je vois les commentaires, je vois les blagues, elles sont bonnes. C'est aussi ça quand t'as une très bonne écriture et des blagues bien faites. Même si tu le délivres pas de la meilleure façon,
Les blagues sont bonnes. Et les commentaires sont bons. Franchement, les commentaires sont bons sur le passage. J'ai dit quelque chose, je sais pas. Ah non, c'est pas, me fait rire. Mais le passage est bon. Et vraiment, dans les commentaires, moi, j'aime bien aller voir les commentaires des vidéos des gens que j'aime bien sur les trucs pour voir ce que les gens disent. Et si je suis pas d'accord, je suis là, non, c'est pas vrai. Mais non, vraiment, les commentaires sont très bons. Et vous êtes tous les deux super drôles. Et les deux passages montreux. J'étais tellement content que vous fassiez mon truc, j'ai oublié que j'étais très jaloux que vous fassiez mon truc. C'est gentil. Et ça, je me dis que c'est positif. Après, en 2022, il y a un événement important pour tous les deux, c'est que vous avez participé à l'aventure Les Belges à Avignon. Ah oui. Donc, pour rappel, il y a 9 humoristes bruxellois qui sont venus présenter leur spectacle au festival Off d'Avignon. Vous avez partagé une maison avec André Demarteau, Sacha Ferra, Nikos, Adèle, Lorenzo Mancini, Gaëtan Delferrer et Florent Lausson. Et chaque soir du 7 au 30 juillet, il y avait 3 spectacles par soir. Quel souvenir vous gardez du festival d'Avignon par rapport à la maison, le tractage, la scène? Et qu'est-ce que ça vous a apporté Avignon? Ah, c'était trop bien. Ouais. Je pense qu'il y avait tellement d'émotions mélangées parce que, donc, il y avait un groupe qui faisait tout le mois. Moi, j'étais dans le groupe qui faisait le début du mois. Elisa était dans le groupe qui faisait la fin du mois. On avait, je pense, 2-3 jours où on se croisait. Mais moi, j'en garde un méga bon souvenir. Je suis hyper heureuse d'avoir fait que 2 semaines et que les 2 premières parce qu'il y avait, les gens étaient encore frais. Parce que vers la fin du séjour, il y avait un incendie à Marseille et donc il pleuvait des cendres. On aurait dit c'était vraiment un décor apocalyptique où on devait flyer, on donnait nos flyers et on disait aux gens venez rigoler pendant qu'il pleuvait des cendres sur nous, mais très chouette expérience. On est belge et donc on s'entend méga bien. Je sais que quelqu'un sur place, je sais plus c'était quelle prod parisienne, nous disait ah non mais ça 9 humoristes parisiens, on n'arrive pas à s'envisager une si bonne ambiance. Alors que vraiment c'était une méga ces gens-là c'est encore toujours mes amis et j'ai l'impression que ça a vraiment créé un lien de ouf. Que moi je ressens encore des années plus tard à fond. Parce que moi j'ai aussi de trop bons souvenirs de ça, très intense aussi. Là physiquement, moi pareil, j'ai fait que 2 semaines, mais physiquement Avignon, c'est brutal, vraiment c'est brutal. Juste physiquement. Parce que tu dois flyer, j'ai perdu des kilos quoi. Ouais, tu marches beaucoup, tu dois donner tes flyers et tu le fais tout seul. Et puis après le soir tu joues devant très peu de gens. Et donc c'est dur franchement c'est dur mais humainement c'était très très cool et donc très bon souvenir. Et au niveau de votre spectacle, qu'est-ce que ça a changé entre avant et après Avignon? Moi perso, je sais que j'étais dans une phase où j'avais peur du vide et donc le silence et le calme, c'était quelque chose que je voulais éviter sur scène et donc j'étais dans un espèce de chaos, mais c'était trop parce que je sais qu'on aime bien mon côté un peu chaotique sur scène, mais c'était dans l'autre excès. Ouais, tu laissais pas de temps mort. Voilà, là où aujourd'hui j'ai vraiment appris à utiliser le silence comme un élément de plus et donc je sais qu'il y a eu je pense Jessie Varin et Valentine Mabille qui sont dans des prods françaises parisiennes qui ont revu mon spectacle 1 an et demi, peut-être 2 ans plus tard et qui m'ont dit mais c'est vraiment autre chose. Et j'étais très fière de pouvoir leur prouver, même si elles avaient déjà aimé cette version-là, mais de leur dire vous voyez, j'arrive aussi à gérer le silence maintenant et j'en suis très fière. Trop bien. Toi Lisa? Je suis pas sûre d'être capable d'isoler vraiment l'impact d'Avignon versus l'impact de toutes les fois où je l'ai joué à ce moment-là. Ouais, je pense que c'est quand même plus ou moins à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il fallait un peu simplifier des tournants de phrases et un peu vulgariser certaines idées que j'avais. Parfois, je mets trop de temps à arriver déjà à la chute et les prémices sont parfois un peu alambiquées et j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait un peu ce problème-là. Le rendre plus efficace, quoi. Ouais, le rendre plus efficace et plus accessible, parce que parfois c'est clair dans ma tête, mais ça ne l'est pas à l'oral. Mais ce serait mentir que de dire que, je me souviens, c'était le jeudi à Avignon, quoi. Tu vois, c'est un moment, il y a un tourbillon de toutes les dates que tu fais pendant des semaines, et il y a un moment où ça se débloque là, mais tu sais pas toujours trop quand. Après, quand vous êtes revenu d'Avignon, vous avez continué à présenter vos spectacles respectifs au Kings of Comedy Club, vous avez changé votre affiche. J'adore vos 2 affiches d'ailleurs. Comment on décide d'une affiche et du titre? Qu'est-ce que vous vouliez montrer par ce titre, par l'affiche, dans votre spectacle? Le titre, je sais plus, c'est un moment, le mot remontada vient dans mon spectacle, c'est une partie de mon spectacle, et je me suis rendu compte, quand je formule ça, qu'en fait, j'y arrive tout le long du spectacle, et donc ça m'est paru évident qu'il y avait ce fil rouge, parce que moi, j'ai pas écrit le spectacle d'une traite. Donc le fil rouge, je l'ai su qu'après avoir tout écrit. Ce qui est d'ailleurs, je trouve super psychanalytique de te rendre compte après coup que tout a un lien. Et donc il s'est un peu imposé comme ça. Après il y avait plusieurs options, c'était pas non plus une révélation divine quoi, mais je trouvais que ça sonnait bien et ça me correspondait bien et voilà. À fond. Et pour l'affiche, moi j'avais quand même un choix de je n'aime pas quand
quand l'affiche est évocatrice du titre, enfin tu vois Absolument, je suis d'accord avec toi. D'avoir un titre qui est où tu remontes une pente. Oui, voilà, que j'aurais été sur un télésiège voilà, sur un tire-fesse. Et comme je concevais mon premier spectacle, en tout cas dans mon intention, je sais pas si c'est le cas dans les faits, mais comme un truc un peu, j'espérais le plus proche possible de ma conception un peu pure du stand-up, un peu brut, voilà. Je voulais une affiche un peu épurée aussi, un peu brute, un peu à l'essentiel, juste un micro, quelqu'un sur scène, un comédie club. C'est avant de monter sur scène, donc en fait il y a encore les tabourets, les machins, un truc très brut, très simple, juste c'est du stand-up. Ok. Mais je trouvais que ça te correspondait. En fait, on voyait l'affiche, on faisait. Mais je dois remercier Aaron Godefroy, qui est la personne qui a pris la photo, qui est un très bon photographe et qui a vraiment, enfin, c'est aussi lui la direction artistique. Il a une trop belle vision. Trop bien. Moi, c'était, ce qui est drôle, c'est que ma première affiche, c'était une photo que Gaëtan Delferrer avait pris avec mon ancien téléphone de Florent Leçon, qui est derrière moi, qui a même posé ses bras sur mes épaules, sur une scène pendant qu'il y avait lors d'une soirée dansante au Kings et on avait utilisé cette affiche pour notre 30-30 avec Florent. Après, je l'avais gommée de l'affiche, donc en fait, tu vois limite si tu regardes bien que les épaules, on les voyait pas très bien. Et pendant longtemps, c'était mon affiche. Et puis, on a fait une affiche officielle lorsque j'ai commencé ma résidence aussi au Théâtre de la Toison d'Or. C'était très drôle parce que dans la direction artistique, ils avaient prévu des fourrures et des lances et des trucs de guerriers justement. Et j'étais là, mais vu mon background en graphisme, je sais que ce qui marche bien, c'est quand même quelque chose aussi d'épuré, carrément monochrome. Et à l'époque, je me cherchais. J'avais transitionné du port de la salopette, où je me sentais très confortable, à un truc un peu plus adulte, qui était une veste rouge. Et donc, dans l'ADA, on s'est dit, on va garder le côté rouge. Et finalement, c'est dans tout, parce que j'ai mis les fourrures et les machins et les lance-pierres et heureusement, ils ont accepté mon choix de prendre la version la plus simple. Et j'ai eu énormément de compliments sur cette affiche. On l'a beaucoup vu, en fait, à Avignon, parce que, et ça, c'est vraiment grâce à mon background en graphisme, mais un truc finalement monochrome, ça sort beaucoup, ça saute aux yeux. Et au niveau du titre, au début, j'avais pas de titre. Je pensais à un truc un peu cliché, c'était désorienté parce que orientation sexuelle et je suis orientale, mais en fait ça collait pas. Et en fait, c'était simple parce que le titre c'est une référence à Xena, mais en français c'est Xena la guerrière. En anglais, c'est Warrior Princess. Et donc, les gens n'ont pas tout de suite la ref de Xena la guerrière quand ils voient Princesse guerrière. En tout cas, pas forcément pour la nouvelle génération, vu que la série était quand même une série qui passait dans les années 90 ou peut-être début des années 2000. Et finalement, ça colle très bien au spectacle et à cette dualité d'être une femme européenne, d'être une femme iranienne, d'être une princesse, d'être une guerrière, et donc toute ce paradoxe qu'il peut y avoir. Okay. Voilà. C'est réussi aussi, de très belles affiches, je trouve, vraiment. Parce que moi, je suis dans la réflexion, là, je suis en train de roder mon premier spectacle, je suis dans la réflexion de affiches, titres, tout ça. Pour le moment, je n'ai aucune idée. Ouais, mais il y a un moment, ça vient à la fin. Ouais, ça vient. Moi, je pense que pour Lisa aussi, ça vient presque quand c'est presque fini ton spectacle. Okay. Mais toi, ici, pour le deuxième spectacle? J'ai déjà mon titre, mais il est aussi, on hold parce que je pense qu'il faut encore quelques temps pour clôturer le rodage. Mais quand je le pitch à mes proches, et mes collègues stand-uppers qui sont le plus proches de moi, il y a un petit sourire. Et donc, je me dis, je l'ai dit à Guillermo alors qu'il a pas vu mon spectacle et il y a eu un oh, et donc j'étais là, ok. Peut-être qu'on va garder ça. J'ai trop envie de savoir. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé aux gens qui sont venus voir les 2 premières du spectacle, est-ce qu'il y a un titre, est-ce qu'il y a quelque chose une ambiance, un mot qui ressort? Et c'est marrant parce que personne n'a dit un truc que j'avais envisagé moi au départ. C'est intéressent. Et du coup, c'est très intéressant de voir. C'est toi qui vas devoir choisir. Hein. Ouais, mais j'aime bien. Je suis assez content de l'avoir fait, mais je me suis dit, pour moi, il y avait un truc qui était évident. Et je me suis dit, ça va être ça. Et d'office, on va me le sortir 4 fois, on va me dire, c'est bon, c'est le même titre, ça me va bien, je suis un génie. Personne n'a parti là-dessus. Waouh, ok. C'est drôle. Il va falloir wrap up. Ouais, ok, ça marche. Pour la suite, je suis désolé, je vais pas pouvoir faire tous les points importants parce que vous avez fait beaucoup de choses et qu'on n'a plus le temps, mais je vais juste partir sur 2 petits trucs que je trouve intéressants. C'est que vous avez joué tous les 2 beaucoup plus en France, vous avez fait beaucoup de plateaux là-bas, toi t'es carrément parti vivre là-bas. Est-ce que vraiment aller sur les plateaux, voir les publics, on sent une différence, et est-ce que c'est dur quand on vient de Belgique d'aller en France conquérir le public français et les plateaux parisiens?
C'est deux choses différentes. Le public français, je pense pas qu'il y ait de différence fondamentale. Le public, c'est le public. Il y a peut-être plus de différences grandes villes, petites villes, mais ça c'est un peu, je pense, des différences qu'il y a aussi en Belgique. Mais même ça. Non, dans l'ensemble, le public, c'est le public. Après, l'ambiance des plateaux parisiens, ça c'est quand même très spécifique. Et là, pour le coup, il y a une différence. C'est très compliqué de se faire une place. Après, en demandant à différents humoristes, je pense qu'il y a des humoristes qui y arrivent plus que d'autres, mais c'est compliqué. Moi, je suis arrivée avec déjà le boulot des chroniques, etc. Donc, c'est très chronophage de se faire une place. C'est un job à temps plein. Tant que moi, je n'ai pas. Donc il y a beaucoup d'endroits dans lesquels j'ai pas accès. Après j'ai assez d'endroits dans lesquels je peux jouer pour le moment parce que je suis pas dans un mood je dois faire 6 scènes par soir, 6 soirs par semaine. Si je l'étais, là je serais très limitée parce que ça me serait pas possible. Donc c'est une réalité que se faire une place sur les plateaux parisiens, c'est très compliqué. Après c'est une bulle, c'est vraiment pas tout l'univers de l'humour quoi. Tu peux faire toute ta vie dans l'humour sans avoir accès à ça. Après, tu peux vraiment te dire que tu as envie d'avoir accès à ça. Et alors, vas-y, et il y a sans doute moyen. Mais moi, pour le moment, je me suis pas vraiment encore attelée. Donc j'en suis encore au stade où, waouh, c'est quand même laborieux, quoi. Mais il y a des endroits hyper accueillants, voilà. Okay. Moi, en ce qui me concerne, je pense que cette aisance que j'ai réussi à développer avec le temps m'a aidé à estomper ma peur face à n'importe quel autre public que le public bruxellois où j'ai le plus l'habitude de jouer. Et par exemple, j'avais toujours très peur de jouer mon spectacle complet à la Nouvelle Scène. Mais aujourd'hui, vu que je m'en fiche, mais je m'en fiche plus en mode, je sais que le spectacle est drôle et je suis heureuse d'être ici. Si ça prend pas, je sais que c'est, entre grandes guillemets, plus de ma faute. Et en fait, le public, pour l'instant, toutes les dates à la Nouvelle Scène se sont passées incroyablement bien, alors que quand j'avais peur du public, ça se passait vraiment pas si bien. Donc j'ai senti que c'est fondamentalement lié à ce que moi je projette sur le public, mais je rejoins Lisa sur ce qu'il en est des plateaux. Moi, pour remplir mes dates à Paris, je ne fais plus de plateaux en fait, parce que en effet c'est une ambiance assez différente de Bruxelles. Ce que je fais, c'est que je fais des premières parties de mes collègues que j'adore, par exemple Blue Trottignon qui joue au Théâtre Saint-Georges, et c'est tout de suite 500 personnes, c'est l'équivalent peut-être de 10 scènes que je fais en une soirée, et je donne mes flyers et en fait ça remplit complètement ma salle. Donc je suis très heureuse de pouvoir passer par on appelle ça quoi, les filets les mailles du filet, pour que mes dates se remplissent à Paris autrement que via des plateaux. Parce que c'est sûr qu'il faut s'armer d'autres choses pour le faire, mais je pense que si moi demain je dois monter sur scène à Paris, je pense que je peux faire un passage qui est chouette, mais je suis pas sûre de me sentir aussi à l'aise à Paris dans des plateaux qu'à Bruxelles, parce que Bruxelles vit. Ok. J'aurais voulu aborder encore plein de choses, mais je vais juste passer. Dena, t'es partie jouer au Québec. Tu y retournes bientôt dans le cadre du festival Exclame à Montréal, au Club Soda, super salle d'ailleurs. Yes. Tu vas t'éclater. Génial. Tu étais devenue curatrice pour le festival. Hahal, tout à fait, au Hall de Scarbeck. On va faire une 3e édition, ça va être super. Je suis honorée d'être curatrice, je peux rajouter ça à mon CV. C'est stylé. Et je vais juste terminer, parce que c'est un peu le principe dans tous les épisodes, c'est le petit name dropping de fin. Donc je vais vous demander une humoriste dans chaque catégorie, ça va être très rapide, ça va être très court. Oui, je vois. Mais je vous avais déjà posé la question, mais je vous pose d'autres questions que j'ai rajoutées pour les épisodes mis à jour. Du coup, on va y aller direct. L'humoriste qui est le ou la meilleure en chronique. Lisa Delmoitier, sans aucune hésitation. Ah, c'est compliqué pour moi. J'imagine. Ah waouh, c'est compliqué. Je veux dire, dans l'émission, il y a une nouvelle, une jeune. C'est Emma Beaujean, et en fait c'est un humour complètement différent c'est un peu humour Gen Z, complètement décalé. Elle fait des effets sonores, etc. Enfin bref, c'est très différent du style chronique, et donc ça dépoussière le genre. Et ouais, c'est vraiment des choses que moi je ferais pas, et elle est très très drôle. L'humoriste le plus drôle dans la vie, ou la plus drôle dans la vie? Ah, bah Dena. Oh. Ouais. Tu veux dire que hors scène? Hors scène. Moana, moi c'est la personne qui me fait le plus rire hors scène. C'est une dinguerie. L'humoriste qui est le plus drôle ou la plus drôle sur les réseaux sociaux? Anna Godefroy. Ok. Je la trouve très drôle. Très drôle sur les réseaux sociaux, de ouf. Je sais pas, parce que là je regarde plus. T'es en train de faire des marathons. Ouais. C'est bon. Un ou une humoriste qui vous a surpris dernièrement? C'est surtout que j'ai une mauvaise mémoire, donc je réfléchis. Soit quelqu'un que vous connaissiez pas et que vous avez découvert, soit quelqu'un que vous connaissiez déjà mais que, waouh, il est revenu avec une nouvelle énergie, un des nouveaux sujets, ou vous a impressionné par l'étendue de son talent. Moi, c'est un gars que je ne connais pas vraiment personnellement, mais je croise de temps en temps, et que je trouve extrêmement fort, c'est Ghislain Blic. Oui. J'ai eu la chance de faire sa première partie. Ouais, et je trouve c'est carré. Et à chaque fois, c'est carré, et je suis, putain. Juste, il m'impressionne, quoi.
Moi, je dirais que je suis la nouvelle génération des stand-uppers bruxellois. Je les trouve vachement frais. Et je les regarde et je suis là. J'ai l'impression qu'ils évoluent un peu plus vite que nous, en fait. Oui. Et donc ils me bluffent chacun à leur manière. Moi, je pense à Alice Connard, qui est une improvisatrice et qui fait du stand-up aujourd'hui et qui a vraiment son style à elle. Et j'ai l'impression que très vite, elle a réussi à trouver son clown à elle. Et donc, moi, je la trouvais patente. Trop bien. Et qui est-ce que je devrais inviter dans le prochain épisode? Je vous avais déjà posé la question. Lisa t'avait dit Romane Fraissinet, j'essaie toujours de la voir, j'y arriverai un jour. Dena, tu avais dit Émilie Krohn, j'ai réussi à la voir dans l'épisode, c'est l'épisode précédent. Qui est-ce que vous aimeriez entendre dans le prochain épisode? Ça peut toujours rester Romane Fraissinet, mais c'est un objectif que j'essaie d'atteindre que je n'arrive pas. Moi, je dirais Lou Trottignon. Je l'ai eu. Mao. Mao, j'ai pas encore vu son spectacle, mais qui est excellente. Okay. Mao. Taylor Tomlinson. Ok. Je te le souhaite. Je me le souhaite aussi. Je vais stresser tellement de le faire avec elle. Merci beaucoup. Et désolé si je vous ai mis en retard. Merci beaucoup. Merci Régis. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner, à le partager autour de vous. Et si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Des bisous.